Bienvenue dans ce dernier panel du Forum MedDays, dernier panel de la journée, dernier panel pour l'édition de cette année du MedDays. Je suis Torek Farhadi, je suis conseiller principal pour l'accès au financement au Centre du commerce international à Genève en Suisse. J'ai le plaisir d'avoir un panel très expert ici avec nous. Et bien entendu, un grand panel. Nous sommes 6 et 7, donc, et nous avons un peu moins de temps parce que nous allons finir 15 minutes avant 18 heures. Le sujet, c'est l'inclusion financière et comment l'inclusion financière peut contribuer pour réduire la pauvreté dans le monde. Sachant qu'environ 2 milliards de personnes, c'est-à-dire peut-être 26-27% de la population du monde, aujourd'hui, n'a pas accès aux produits bancaires. En Inde, le taux de bancarisation est de 35%, c'est-à-dire que seulement 3 Indiens ou 4 Indiens sur 10 ont un compte en banque et le reste n'a pas. Et la population de l'Inde est un petit peu plus de 1 milliard, comme vous savez. Aujourd'hui, pour ce panel, on va voir comment la technologie a permis à donner plus d'accès et meilleur accès pour l'épargne, pour les dépenses, pour le crédit, pour les PME. Et les experts que nous avons ici vont nous parler de leurs expériences en 2 langues. Pour 2 de nos experts, ils vont parler en anglais aussi. Et le rôle de l'éducation financière pour que le consommateur aussi connaisse ses droits. Donc voilà, j'ai encadré un petit peu le panel pour que vous réfléchissiez déjà à vos questions. Je demanderai aux panélistes de parler 5 minutes chaque. Et puis on va faire un débat entre les panélistes et on va ouvrir aux questions des gens qui sont présents ici. Je vous présente très rapidement les panélistes. Nous avons donc Madame Yasmine Hamraoui, qui est CEO de Babylon ou Babylon. En 1 minute, vous direz ce que c'est et après, vous parlerez de votre expérience. Nous avons Monsieur André Hortel, qui est consultant à Horus Development Finance et aussi Advance. Il va vous parler de ses expériences puisqu'il a été dans le monde du microfinance et de l'inclusion financière dans les 20-25 dernières années. Nous avons M. Caleb Fundunga, qui est ancien gouverneur de la Banque centrale de son pays, en Zambie. Et nous avons Mme Masami Hayashi, qui est maintenant directrice du réseau de microfinance. Elle vit à Mexico City, au Mexique, pour vous montrer que c'est un panel très international, donc vous aurez l'expérience de ces pays. Nous avons M. Martin Ziguel, qui est ancien Premier ministre de la République centrafricaine. Excellence, bienvenue dans notre panel. Nous avons M. Faisal Khidri, qui est senior vice-président et regional manager pour Mastercard, pour le nord de l'Afrique et l'ouest de l'Afrique, et il travaille à Casablanca. Et enfin, nous avons Monsieur Mohamed El Moussaoui, qui est membre du directoire de Al-Barid Bank, qui est la banque la plus présente en tant que telle au Maroc, puisqu'ils ont 1800 succursales au Maroc, et banque qui est très active dans la pénétration de l'accès à la finance dans ce pays. Bienvenue. Je vais donner la parole d'abord à Madame Masami Hayashi pour nous parler 5 minutes de ce sujet qui est l'inclusion financière dans le monde. Merci. Thank you very much. I live in Mexico, but I'm Japanese, as you can see. So I will be very precise and short, and as you said, sweet. Okay, so I work for the Microfinance Network.
Microfinance Network, or in the abbreviation is MFN, is an international association of microfinance institutions in the world. We have 30 members from 25 countries. From here in Morocco, we have Al Amana. Many of you know, I guess, from Morocco. It's a very big microfinance institution here in Morocco, working since, I believe, from 97, and they have like almost 400,000 clients in Morocco. They have, for example, like 400 branches everywhere. They have like 80 mobile units. They go to rural area. So that's how microfinance works. They have lots of branches close to your community so that you can have access to these branches easily. And then, or if you don't have branches, you can go to the mobile units. That example is not so seen, not much seen all over the world, but here in Morocco you do have those good technology. Technology, I believe, is not only about information technology, it's also about, these old-fashioned technologies, but it's still not prevalent, and we still need a long way to go for financial inclusion. So we have to make use of all kinds of technologies. And then actually, well, you said about technology, so like this smartphone, right? Like I have one here with me. I use it a lot. So this thing is happening very quickly. And the challenge for microfinance institutions is how, when to make, the investment to make the best use of this technology. Because mobile banking, it sounds easy to say, okay, for clients, it's of course easier to make payment over the phone rather than to go, walk whatever minutes that you have to, whatever hours to get to the branches, even though there are many out there. But it still takes time. It's always better to do it on the phone at home or in your business place. However, for that to happen, we believe that the whole ecosystem has to change, right? Because even if you get payment here, what happens at the beginning is that anyway you have to go somewhere, walking, or driving, or on the bus, to get to the branches or whatever cash out point and get the money out. So from there to be able to do on the phone, it takes time. And then for that, what we believe is that the government has a big role to take. For example, the government can, when they give out vouchers, there used to be vouchers for the education, for the school uniforms, or for the petty cash for the use of people. So the government can make payments of those ones over the mobile phone, so that people can, have to start using these mobile phones. And the second point that is very important here is the education, right? Like when you start using any new gadgets, you need to sort of start looking at the manual. So the financial education is like giving out manual and then read together and then study together. Maybe you get the phone and then you don't actually go through the instructions because nothing happens if you make an error, if you make a mistake. Like you just push whatever buttons but it doesn't explode or it doesn't, get lost when you make a bad use of it. So that's why you don't read instructions and you just do the try and error. But when you start using new tools like loans, for example, that you have never taken up a loan before, then that's a tricky loan. You can, it sounds easy to get a loan and then, okay, I will make small payments or over time, but somehow you start taking loan here and then loan there, here, and then you are suddenly in trouble. So to avoid that happening, financial education is very important. From microcredit, we used to call it microcredit, to start calling ourselves as microfinance institutions, we have come a long way.
now many types of loans are available, not only business, but also housing loans, education loans, emergency loans. Savings are very important as well, the small amounts of savings for the short-term, long-term education savings. Also, microinsurance is starting to see. I just heard yesterday from Alamana, the member from here, that they launched the product of micro assistance. It's not insurance because they don't do reimbursement, but just last month, so what they do is that the client has to pay only 6 dirhams per month. With that, the clients when they get sick, they can ask for making phone call, and they can ask for transport to get to the hospitals. And also their loans will be, they don't have to pay their loans when they are sick. And then they also have the maternity assistance. So they have babies, and then they receive like a certain amount of cash for having babies, up to 3 babies only. And then when the clients unfortunately die, then they don't have to pay the loans, and then also they get some money for funeral, to assist funeral. So that kind of, many products have been developed, and we have come a long way. But still, all over the world, more or less, like the people who have access to financial services are only like up to 40%, and sometimes only 20% of people have access to financial service. We still have a long way to go. We have come a long way, but we still have a long way to go. But what we are trying to achieve is to have this kind of variety of financial services accessible to all people in the world. So. Merci. Thank you very much, Madame Hayashi. Puis-je passer la parole à Monsieur El Moussaoui pour qu'il nous parle de la situation au Maroc, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion d'abord pour remercier les organisateurs qui ont permis à Al Barid Bank d'être présent avec vous aujourd'hui et de partager notre expérience dans le développement de l'inclusion financière. Alors au Maroc aujourd'hui, l'inclusion financière est relativement bien développée. Et grâce à un certain nombre d'actions qui ont été prises par les pouvoirs publics, je citerai quelques exemples. Il y avait des politiques publiques qui ont favorisé l'accès aux services financiers à travers la création des fonds de garantie pour l'accès au crédit, surtout particulier pour l'accès à la propriété. Il y avait également un travail, un cadre qui a permis l'appui et l'encadrement des acteurs de la microfinance et notamment les associations de microcrédit. Et il y avait également, je pense, ce qui nous concerne directement comme représentant de la Banque postale, l'appui des pouvoirs publics pour créer la Banque postale au Maroc et qui a contribué d'une manière très significative au développement de niveau de bancarisation au Maroc. Rapidement, je reviens pour dire qu'en 2009, avant le lancement de la Banque postale au Maroc, Al Barid Bank, nous avions au Maroc un niveau de bancarisation qui était autour de 34%. Et grâce à la création de la banque qui a contribué d'une manière très significative dans l'accélération de la bancarisation au Maroc, aujourd'hui, nous sommes à quelque chose comme 56% de taux de bancarisation. Ça, c'est un indicateur important parce que le niveau de bancarisation est un indicateur dans le cadre du développement de l'accès de l'inclusion financière. Depuis le lancement de la banque, il y avait un certain nombre de lancements de services et d'offres qui vont dans le sens de l'inclusion financière. Je citerai quelques exemples. Aujourd'hui, la Banque postale a développé toute une offre pour les personnes physiques qui touche à pratiquement tous les services financiers correspondant aux besoins des particuliers. Bon, il y a 3 familles généralement. Malheureusement, nous n'avons pas
assez de temps pour rentrer dans les détails. Il y a tous les produits d'épargne, et je citerai comme exemple la Caisse d'épargne nationale, où le seul produit au Maroc, le seul produit d'épargne qui accepte les versements à partir de 5 dirhams. On peut ouvrir un compte à 5 dirhams et commencer à faire de l'épargne à 5 dirhams. Donc, on parle beaucoup de l'inclusion financière, c'est-à-dire l'accessibilité de l'offre de produits qui permet aux groupes qui sont vulnérables, qui sont exclus du système financier formel, d'avoir des offres et des produits qui sont accessibles. Donc, je vous ai donné un exemple d'accessibilité par la Banque postale marocaine. Nous avons également lancé des produits de crédit et de la banque assurance. L'assurance d'une manière générale, on en a parlé, il en a parlé. Nous avons aujourd'hui toute une offre de banque assurance qui est très accessible, c'est-à-dire très accessible. Il commence en termes de cotisation à partir des montants relativement faibles. Ça commence à partir de 50 dirhams. On peut commencer à faire de l'épargne à travers les produits d'épargne assurance à partir de 50 dirhams. On peut souscrire à des produits d'assurance vie à partir de 50 dirhams. Donc ça, c'est des offres qui sont accessibles, qui sont destinées à répondre à des besoins d'une population qui a des revenus modestes ou des revenus irréguliers et qui contribuent à l'inclusion financière. Également, nous avons lancé récemment un projet de mobile banking. En fait, c'est les services financiers sur le mobile. Et à mon sens, c'est un produit qui va vraiment dans le sens de développement de l'inclusion financière parce qu'il a pris en considération, on va dire, 3 éléments importants. D'abord, c'est un produit qui est destiné aux gens qui n'ont pas forcément un compte bancaire. Donc, toute personne, même s'il n'a pas un compte bancaire, il peut aller dans une agence de la banque postale et il peut souscrire à ce service-là. Deuxième élément, c'est un service gratuit, c'est-à-dire la souscription de départ, l'adhésion à ce produit-là, il est gratuit. Et toute la tarification est faite à l'acte. Une fois que je l'utilise, je paye et bien sûr, toute la tarification a été bâtie pour la rendre très accessible par rapport aux tarifs qui sont pratiqués par les autres institutions financières. Le troisième élément, c'est qu'il est indépendant des opérateurs. Toutes les personnes qui disposent d'un téléphone, quel que soit leur opérateur, peuvent avoir accès à ce service-là. Et le dernier élément qui va dans le sens, j'ai parlé de l'inclusion financière, c'est le fait qu'il fonctionne sur pratiquement toutes les générations de téléphones, même les anciennes avec Java et tout ça, enfin des aspects techniques, pour vous dire qu'il a été conçu justement dans le sens de l'inclusion financière. J'ajouterai 2 éléments sur ces actions qui ont été prises récemment dans le sens de développement de l'inclusion financière. Nous sommes aujourd'hui en train de préparer des agences mobiles qui vont aller dans des zones reculées du Maroc pour justement offrir des services financiers aux populations qui n'ont pas accès à ces services-là. Le dernier élément, nous sommes en train de lancer un réseau spécialisé pour le transfert de fonds qui va justement développer plus de proximité vis-à-vis de la population, sachant que, comme il a été dit par M. Farhati, nous sommes déjà aujourd'hui à un niveau d'agence qui est relativement important puisque nous sommes aujourd'hui à quelque chose comme 1800 points de vente et c'est des choses que nous sommes en train de développer pour avoir plus de proximité pour la population. Donc d'une manière générale, je pense que les leviers de développement de l'inclusion financière, l'offre, il faut qu'il soit accessible, qui répond aux besoins de cette population-là. Et lorsqu'on parle, il y a l'accessibilité sur la tarification, mais il répond à un besoin réel pour changer la vie au quotidien des gens. Et il y a bien entendu une stratégie de distribution. Il faut que les moyens de distribution technologiques, les agences, fassent en sorte qu'on soit le plus proche de la population ou ce qu'on appelle la proximité. Et nous sommes vraiment en train de travailler dans ce sens-là. Voilà, merci. Merci, Monsieur El Moussaoui. C'est très intéressant parce que d'abord, en un très court laps de temps, vous avez doublé le taux de bancarisation, presque de 34% à 56%, ou de 36% à 54%.
En fait, vous avez introduit la facilité pour ce qui est de l'épargne, du crédit, du paiement et surtout des transferts. C'est là où la technologie facilite les choses. Je voudrais passer à Monsieur Martin Ziguel, ancien Premier ministre. Vous êtes chef d'un parti politique, mais ce qui est important pour vous, c'est l'inclusion financière et vous spécialisez dans les produits d'assurance. Voulez-vous nous dire en quelques mots votre expérience, Excellence? Oui, je vous remercie. C'est vrai que je suis plus connu comme politique que comme assureur que je suis en réalité, parce que j'ai fait toute ma carrière dans les assurances, d'abord chez moi en Centrafrique, et puis après dans une société de réassurance qui a été créée par les États africains francophones membres de la zone franc, qui est basée à Lomé au Togo et qui s'appelle la SICARE. Donc dans cette institution, j'ai été chargé pendant 12 années consécutives de développer l'assurance vie, les produits d'épargne et de capitalisation, et de manière inclusive. Donc nous étions une petite équipe avec des actuaires, et nous avons d'abord constitué autour de M. Amadou Kourouma, que Dieu ait son âme, qui est l'un des premiers actuaires africains, qui a longtemps travaillé en Algérie d'ailleurs aussi, et qui était directeur général de la SICARE. Nous avons donc fait du lobbying pour que la législation d'assurance qui est commune aux 12 anciennes colonies françaises d'Afrique noire, que cette législation-là prévoit la spécialisation des compagnies d'assurance en dommages, c'est-à-dire l'assurance des responsabilités, des biens et autres, et en assurance de personnes à part, l'assurance vie. Et nous avons réussi à le faire malgré beaucoup de réticences, malgré beaucoup de préjugés aussi, parce que l'idée générale, c'était de dire que l'assurance vie ne pouvait pas prospérer à cause de la culture africaine, ce qui est absolument faux. Et donc, lorsque cette législation a été mise en place, l'équipe que j'animais était chargée déjà de former les cadres en assurance sur la vie, de mettre en place les outils de gestion des compagnies d'assurance sur la vie, de former des commerciaux et de faire le design des produits d'assurance qui correspondent non seulement aux besoins, mais aussi aux capacités financières des populations dans nos régions. Et je vous assure que l'assurance vie, à partir de 1990-11, s'est développée très rapidement, à tel point que dans une zone qui couvre 14 États où il n'y avait pratiquement aucune compagnie d'assurance spécialisée en assurance vie, aujourd'hui il y a plus d'une quarantaine de compagnies. Chaque pays a plusieurs compagnies d'assurance sur la vie. Et cela a permis donc aux couches de la population qui hier n'avaient pas accès aux services d'assurance et plus particulièrement d'assurance sur la vie, de pouvoir avoir accès à ces services-là pour protéger d'abord leurs biens, protéger leur famille et protéger leur propre lendemain. Et nous sommes encore allés plus loin, puisqu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade de démocratisation, si vous voulez, de l'accès à l'assurance, par les biais de la micro-assurance, justement. Et il y a une législation spécifique qui vient d'être mise en œuvre par ces États-là, de la zone franc, africaine de la zone franc, pour promouvoir la création d'institutions de micro-assurance spécialisées. Et cela permet donc vraiment aux personnes sans revenus stables, fixes, de pouvoir avoir accès aux services d'assurance. Mais ce qui est intéressant, c'est de souligner que si les produits d'assurance fondamentalement sont de deux grandes familles, l'assurance décès et l'assurance en vie, en cas de vie, ce qui a changé, c'est les formes de distribution. Aujourd'hui, tout est utilisé en Afrique pour approcher le client. Le téléphone mobile, parce qu'en Afrique noire, chaque personne a peut-être même 2-3 abonnements. S'il y a 3 opérateurs, on a 3 SIM, comme on dit. Et donc, ces moyens permettent d'approcher le consommateur là où il est pour lui vendre de la protection d'assurance. Mais sur le plan macroéconomique, et c'est ça qui est intéressant, les ressources mobilisées dans le cadre des opérations d'assurance et plus particulièrement dans le cadre des opérations d'assurance sur la vie sont des ressources longues.
Et ces ressources-là correspondent au type de financement que nos pays recherchent pour financer le développement. Parce que le financement de développement, on ne fait pas par des ressources courtes, c'est-à-dire par des dépôts à vue que les clients font auprès des banques, mais sur des ressources longues. Et ce sont ces ressources-là que nous achetons très cher auprès des institutions financières internationales pour financer le développement. Donc, en se protégeant, on développe aussi son pays. Et en démocratisant l'accès à l'assurance, on permet aux populations, pas simplement de se protéger physiquement ou pour leur bien par rapport à l'adversité aujourd'hui ou demain, mais ces populations participent également à la protection du patrimoine national et de la nation tout entière par rapport aux défis donc, de la pauvreté et de la misère. Voilà un peu l'aspect individuel et macro des opérations de l'inclusion, de l'inclusivité, si vous voulez, vue par le biais de l'assurance. Merci beaucoup, monsieur. Mais est-ce que c'est vrai aussi qu'en Afrique, s'il y a un décès dans une famille, les dépenses de funérailles sont tellement lourdes que si la famille a une petite entreprise, etc., ça met vraiment la santé financière de l'entreprise en danger puisque les gens mobilisent tout leur épargne pour les funérailles. Oui. Donc cette assurance dont vous parlez, ça résout un problème, c'est ça? Oui, il y a des assurances funérailles qui se vendent comme des petits pains, naturellement dans toutes les couches de la population, parce qu'en Afrique noire, je ne sais pas si je peux me permettre de dire cela, mais on est plus mobilisé autour d'un parent lorsqu'il est mort que quand il est vivant. Donc c'est une question d'honneur, d'enterrer dignement. Et dignement, ça veut dire avec beaucoup d'argent. Beaucoup de dépenses. Donc on vend tout ce qu'on a, tous les actifs de la famille, pour enterrer le parent qui a disparu. Donc effectivement, par le biais de l'assurance, on permet de préserver le capital difficilement acquis pour protéger au moins ceux qui sont vivants. On a parlé un peu d'entreprise. Je voudrais passer à M. André Hortel. Avec le réseau Advance, vous avez fait des prêts pour des entreprises. Est-ce que vous pouvez un peu parler de l'inclusion financière de ce côté PME et toute petite PME, s'il vous plaît? Oui, merci. Donc en effet, je peux vous parler de cela puisque c'est notre cœur de métier. Ou en tout cas l'un de nos métiers, puisque Horus Development Finance est une société française qui, de façon traditionnelle, exerce le métier de consultant dans tous les domaines qui touchent à l'inclusion financière, et cela depuis une quinzaine d'années, et qui, depuis 2005, s'est lancé dans un nouveau métier qui est celui d'opérateur d'institutions financières, et plus particulièrement d'institutions de microfinance. Donc nous sommes les gestionnaires et les gérants du réseau Advance. Aujourd'hui, ce réseau, qui est effectivement spécialisé sur le financement des entreprises, et plus particulièrement des micro-entreprises et des PME, comporte 8 unités, la plupart en Afrique au sud du Sahara. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, cela représente à peu près 400 000 clients, 330 000 prêts actifs, un portefeuille global équivalent à 174 millions d'euros, et puis une épargne collectée qui représente à peu près 91 millions d'euros. Donc, ce métier-là est évidemment important dans le cadre de l'inclusion financière puisqu'il consiste à aller collecter des ressources domestiques, des ressources locales, dans des pays où l'intermédiation financière est encore faible, pour les prêter aux entrepreneurs micro, petits et moyens qui peuvent les utiliser pour créer de la plus-value dans le pays. Voilà, c'est le métier central de banquier, mais s'adressant à des populations, disons, proches du seuil de la pauvreté ou en tout cas modestes. Voici. Donc, ça, c'est un métier qui, évidemment, nous oblige aujourd'hui à réfléchir aussi aux nouveaux moyens techniques dont on parle souvent quand on parle d'inclusion financière et qui sont des produits qui ont un certain nombre de caractéristiques. La première étant qu'ils ne sont pas offerts que
par des institutions financières, ils peuvent être également offerts par des opérateurs de réseau, comme par exemple des réseaux de téléphonie. Deuxièmement, ce sont des produits qui apportent une plus-value en termes de qualité de service, en termes de sécurité et de proximité, hein, puisqu'on parle là de transferts faits notamment avec le téléphone mobile, également de services de paiement. Vous pouvez payer votre facture d'électricité aujourd'hui avec votre téléphone mobile. Et puis, oui, comme je le disais, ce sont principalement des services de transfert et de paiement. Donc, ces services-là, évidemment, sont mis en place au sein du réseau Advance pour mieux servir la clientèle. Mais, et c'est là où je reprends mon chapeau de consultant, autant il est clair que la mise en place de tels services nouveaux, faisant appel à des nouvelles technologies, permettent soit de créer de la plus-value quand ils ont une plus grande qualité que des services équivalents informels, et des services de transfert et de paiement informels, comme beaucoup d'entre vous le savent ou sans doute, existent depuis des milliers d'années dans les pays en voie de développement. Les gens se sont organisés, ils n'ont pas attendu que des institutions financières formelles viennent leur trouver des solutions. Ces services existent. Donc si, avec les moyens nouveaux que vous mettez en place, vous réussissez à les faire de meilleure qualité, du point de vue de la proximité et de la qualité, vous créez de la plus-value, et s'ils sont moins chers, vous avez l'avantage pour les populations de bénéficier d'une redistribution de revenus du secteur financier vers eux. Cependant, étant, nous, à l'écoute des populations et également des opérateurs, on s'aperçoit d'un certain nombre de choses qui, disons, ne nous permettent pas toujours de partager l'enthousiasme un peu à la mode qui existe quand on parle de ces nouveaux services. D'une part, il n'est pas sûr, encore à nos yeux en tout cas, que ces services permettent une plus grande inclusion financière. Je m'explique, et je me base là notamment sur une étude qui a été réalisée au Kenya récemment. Le Kenya, comme vous le savez, qui est un pays pionnier en termes d'utilisation des services de téléphonie mobile pour la distribution de services financiers, avec M-Pesa, où on s'est aperçu qu'il y a à peu près 61% de la population qui dispose d'un portefeuille électronique. Mais qu'est-ce qu'ils font avec cela? Qu'est-ce que font les gens avec leur portefeuille électronique? Eh bien, essentiellement, ils font des transferts d'argent, comme ils l'ont toujours fait, au sein de leur réseau social, c'est-à-dire vers ou de la famille, ou vers des proches ou des amis. Autrement dit, l'utilisation de services de paiement mobile sert simplement à faire d'une façon plus sécurisée, peut-être moins chère, ce que les gens ont toujours fait. Et donc cet argent-là n'est pas inclus dans le système financier formel, il continue à évoluer au sein des réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Bien, parce que pour les populations pauvres, dans la plupart des pays en voie de développement, le réseau social, et notamment le réseau familial, est l'intermédiation financière, le système d'intermédiation financière le plus important. C'est à la fois un moyen d'épargner, un moyen de recevoir du crédit quand on en a besoin, et également un système d'assurance vie. Merci beaucoup. Voilà. Merci. On reviendra sur ça, mais convenons quand même que la technologie a permis de faire ces transferts beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus sécurisée grâce au téléphone mobile dont Madame Hayashi parlait. Je voudrais passer maintenant à Madame Yasmine Hamraoui qui est une petite entreprise, mais aussi en relation avec la microfinance. Est-ce que vous pouvez parler de votre expérience, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Avant tout, merci beaucoup à ceux qui ont eu l'initiative de m'inviter et d'inviter Parla Babylone à cette belle conférence. Alors, je vais vous en dire un peu plus. Babylone, c'est un site internet assez simplement qui permet à des particuliers de prêter de l'argent à des entrepreneurs qui sont des micro-entrepreneurs
pour qu'ils développent leur activité, leur commerce, leur petite entreprise, on va dire, et qui s'adressent à des gens qui n'ont pas accès au crédit, donc c'est-à-dire qui s'adressent à des clients d'institutions de microfinance. Ça veut dire que c'est un site internet sur lequel vous et moi pouvez aller sélectionner un projet, un entrepreneur, une photo, une histoire, et puis en 2 clics, on sort sa carte de crédit et on lui prête de l'argent. Donc on lui prête de l'argent à partir de 20 €, ou beaucoup plus si vous voulez, c'est vous qui choisissez. Et tous les mois, vous êtes remboursé. Ça veut dire que tous les mois, vous récupérez une partie de cette somme d'argent. Donc ça dépend en fait du projet que vous choisissez. Si c'est, mettons, si vous voulez aider une entrepreneuse au Cambodge qui a besoin de 200 € pour acheter du matériel pour développer son atelier de couture, mettons, elle va vous demander 100 € et puis elle en a pour 10 mois par exemple. Et donc, prenez ces 100 €, mettons que vous lui prêtez 100 € et pendant 10 mois, elle va vous rembourser 10 €. Ça veut dire que nous, en fait, le site internet Babylone permet de collecter cet argent auprès de vous et de transférer cet argent par l'intermédiaire d'institutions de microfinance sur le terrain qui vont sélectionner ses clients, les accompagner. Quand on parle d'inclusion financière, ce n'est pas que de l'octroi de crédit, c'est aussi de l'éducation financière, donc éduquer ses clients à comprendre ce qu'est un crédit, comment l'utiliser, bien l'utiliser, quelles sont les capacités de remboursement, etc. etc. Et donc, à travers ces institutions de microfinance, on va permettre de collecter cet argent, l'envoyer à ces institutions de microfinance qui déboursent le crédit à ces petits entrepreneurs, qui remboursent tous les mois, et la chaîne remonte dans l'autre sens. Ça veut dire que nous, tous les mois, on s'engage, et on le fait, c'est vrai, vous pouvez tester, à vous rembourser l'argent que vous avez prêté. Ça veut dire très simplement que l'argent que vous prêtez, vous le récupérez. Et cet argent-là, une fois que vous le récupérez, vous avez 2 possibilités. Le reprendre, c'est-à-dire nous dire c'est mon argent, je veux le revoir sur mon compte, et on le réaffecte sur votre compte, ou alors le réinvestir. Et dans ces cas-là, vous le remettez sur un autre entrepreneur, vous lui reprêtez à nouveau cet argent, et puis ainsi de suite. Ce qui fait que c'est un mécanisme assez innovant, dans le sens où ça permet à la fois cette collecte d'argent vers une cible de personnes qui n'a pas accès à du crédit de manière classique. Et en même temps, ça a un effet de levier qui est extrêmement intéressant, puisque l'argent qui est collecté, qui vous est remboursé, une fois qu'il est reprêté, c'est cette même quantité d'argent qui va avoir finalement un impact dans l'économie réelle qui est tout à fait étonnant. Pour vous donner une idée, ça fait 5 ans que Babylone existe, donc c'est une entreprise française, une entreprise sociale française basée à Paris. On travaille dans 15 pays différents aujourd'hui avec 18 institutions de microfinance à travers le monde, et notamment au Maroc depuis maintenant 1 mois, me semble-t-il, avec une belle organisation qui s'appelle INMA. Je ne sais pas si vous la connaissez, sinon je vous invite à les connaître parce que c'est des gens qui font un boulot exceptionnel. Donc on existe depuis 5 ans, et en 5 ans, on a réussi à cumuler 6,5 millions d'euros de prêts. En réalité, ces 6,5 millions, c'est 2 700 000 €. Mais ces 2 700 000 € à force d'investissement et à force de prêts, ça fait un effet de levier qui est tout à fait intéressant. Je reviens vers vous, mais permettez-moi de vous dire que en fait, vous permettez à l'individu lambda de devenir banquier. Exactement. Parfois, on s'appelle une banque citoyenne universelle. Mais en réalité, il n'est pas véritablement banquier, ou alors il est banquier, je dirais, dans le plus beau sens du terme de banquier. Il choisit son projet, il choisit le projet à financer, c'est ça ? Mais il ne gagne pas d'argent. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a exactement, pas de... il n'y a pas d'intérêt. Alors, il y a des sites dans le monde qui le font, qui font ça avec des intérêts. Je prends l'exemple de MyC4 au Danemark. Donc, c'est un site qui fonctionne un peu sur la même mécanique, mais qui apporte des intérêts. Donc, évidemment, ça donne des mécaniques un peu plus complexes pour rentrer dans le détail. Babylone ne le fait pas pour plusieurs raisons. La première, c'est légal. En France, aujourd'hui, on n'a pas le droit de rémunérer l'argent des prêteurs, simplement parce que, justement, on n'est pas une banque. Et ensuite, parce que dans la philosophie, c'est pas ça qu'on cherche. Nous, on cherche aujourd'hui à dire, vous avez un peu d'argent, à quoi sert votre argent quand il est sur votre compte en banque, quelle est l'utilité, combien il vous rapporte, regardez ce que vous pouvez faire avec 20 €. Donc c'est une mentalité un peu différente. Très bien, donc c'est une fonction d'allocation de capital, là où le capital est le plus utile. Et donc c'est 20 €, ça peut être plus que 20 €. Alors ça peut être bien plus, on a des gens qui prêtent des dizaines de milliers d'euros sur le site, ça existe. D'accord. Et est-ce que vous savez l'âge moyen des gens qui prêtent et des gens qui empruntent ? Alors des gens qui empruntent, je ne saurais vous dire. Aujourd'hui, des gens qui empruntent, on en a plus de 15 000 qui ont été financés grâce au site. Et des gens qui prêtent, c'est environ entre 35 et 40 ans, pour vous donner une idée du profil, plutôt urbain, plutôt urbain, oui, plutôt... Alors c'est égalité entre hommes et femmes, voilà. Et les gens qui empruntent, à quel âge ?
Et les gens qui empruntent, je n'ai pas le chiffre, mais c'est vrai qu'il est intéressant. Je vais m'amuser à aller chercher. Je pose cette question pour savoir si c'est une question de génération, de changer les mœurs, etc. Non, je pense que là, j'ai peut-être un peu plus élevé sur les gens qui empruntent que ceux qui prêtent. Mais juste pour remettre ça dans un contexte un peu plus large, et je vous promets, je ne veux pas prendre beaucoup de temps, c'est un phénomène de masse. C'est un phénomène qui s'appelle le financement participatif, qui prend le nom de crowdfunding en anglais, donc le financement par la foule. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je vous recommande de vous intéresser à ce sujet parce que c'est un sujet qui est pour moi bien plus large que la simple inclusion financière. C'est un phénomène qui est en train de prendre énormément d'ampleur et qui est, à mon avis, et je reviens sur le panel précédent ici même qui parlait de l'accès au capital, on a un vrai sujet. On a un vrai sujet aujourd'hui dans les pays développés et dans l'ensemble des pays du monde qui est comment est-ce qu'on finance les entreprises, comment est-ce qu'on finance les PME, comment est-ce qu'on finance le tissu local si les banques n'y vont pas. D'accord ? Ce sujet-là, il a, à mon avis, deux solutions. Un, les régulateurs. Donc, est-ce que les régulateurs, à un moment, vont pouvoir obliger les banques à prêter et à prendre le risque de petits entrepreneurs, ou pas forcément le risque, parce que en fait, si vous regardez aujourd'hui les taux de remboursement en microfinance, on se rend compte qu'ils font bien mieux que ce que font les banques. Donc, ce n'est pas une histoire de risque. C'est plutôt une histoire de profit. Donc, est-ce que le régulateur va arriver à contraindre la banque à aller sur peut-être plus de risques, moins de profit, ou est-ce qu'on va trouver des alternatives ? Le financement participatif, et je vous le dis, est une alternative. Elle est une alternative puisqu'elle permet, grâce à l'utilisation des technologies, de dire à un prêteur, prêtez de l'argent à qui vous voulez. Vous voyez, il y a des projets, ça peut être des artistes, ça peut être une cause sociale, ça peut être une start-up qui commence et qui est en recherche de financement. Des sites comme ça, aujourd'hui, on a à peu près 450 dans le monde en 2012. Et c'est tout petit, mais c'est quand même très gros. Et c'est des taux de croissance surtout qui sont très intéressants puisqu'on est sur 100% à peu près de taux de croissance. Merci. Très bien. On reviendra vers vous, c'est très intéressant. Je voulais passer à M. Faisal Khediri. Vous avez dit qu'on utilise sa carte crédit pour faire ce prêt. M. Faisal Khediri est Senior Vice President de Mastercard. Alors Mastercard, finalement, on ne peut pas outrepasser la carte crédit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ladies and gentlemen, good afternoon, mesdames et messieurs, mesdemoiselles. Bonjour. Donc, merci également pour toute cette jeunesse d'être là, parce que si vous n'étiez pas là, la salle serait complètement vide et on serait en train de parler rien qu'entre nous. Donc, moi, je vais être un peu plus général dans un premier temps, ensuite parler des technologies et de leur influence au niveau de l'inclusion financière, et ensuite l'importance également de l'éducation financière et finir par quelques cas concrets d'un point de vue global, mondial. Si on regarde la planète, il y a environ 2,5 milliards d'individus, même un peu plus, qui ne sont pas bancarisés, qui n'ont pas accès du tout aux services financiers. Et si l'on rajoute les personnes qui ont un compte bancaire mais qui sont mal servies, on peut quasiment rajouter 1 million de personnes également. De plus, ça touche énormément les jeunes qui sont touchés également par le chômage. En Afrique, par exemple, 60% des chômeurs sont des jeunes qui ont moins de 25 ans. Il est clair que c'est un droit pour les jeunes, pour cette population qui est exclue, de pouvoir participer au développement économique, n'est-ce pas? Développement économique global. L'inclusion financière est un moyen important qui permet justement ce développement économique. Maintenant, les technologies de paiement, parce qu'évidemment, quelqu'un qui gagne $2 ou $4 ou moins de $2 n'est certainement pas rentable pour la banque classique, puisque avoir une agence bancaire, avoir des directeurs d'agence, guichetiers vendeurs, chargés de clientèle, c'est beaucoup trop cher pour ce type de population-là. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir utiliser des technologies de paiement pour pouvoir amener la banque à cette population qui, jusqu'à présent, a été exclue de ce système financier. Donc, par exemple, avec tout simplement des moyens de paiement tels que des cartes prépayées, eh bien, ces cartes prépayées vont pouvoir être un outil aussi bien qu'une agence bancaire pour laquelle la personne va pouvoir l'utiliser pour non seulement mettre son argent là-dessus et pouvoir l'utiliser à bon escient. Bien entendu, pour pouvoir faire ceci, il faut que les gens travaillent ensemble. Une société comme Mastercard ou le gouvernement tout seul ne peut pas faire les choses tout seul.
nous devons travailler en partenariat, dans un contexte partenariat public-privé, par exemple. Quelques initiatives concrètes, c'est par exemple en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a environ 22 millions de personnes qui reçoivent régulièrement des aides sociales. Aide pour les femmes isolées, aide pour encourager les personnes à aller à l'école, donc des genres de bourses, aide pour les personnes handicapées, aide pour les petites entreprises, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé, en accord avec le gouvernement sud-africain et particulièrement l'Agence sud-africaine de sécurité sociale, un programme de cartes basé sur, en même temps avec de la technologie biométrique, la reconnaissance vocale, permettant de s'assurer que la personne qui reçoit ces aides-là est la bonne personne. Donc une personne âgée, par exemple, qui reçoit une pension de retraite, avant ce système-là, elle devait aller en agence, elle devait se présenter, donc faire tout le chemin, prendre le bus, 15 km, faire la queue, montrer qu'elle est en vie d'abord, avoir un certificat de vie et ensuite aller à la banque. Elle reçoit son chèque et elle va à la banque ensuite pour récupérer son chèque. Vous imaginez tout ce fardeau pour cette dame-là qui a d'autres chats à fouetter que de faire tout ça, n'a plus la jeunesse avec elle. Eh bien maintenant, tout simplement, elle prend son téléphone, elle appelle le service, on la reconnaît, parce que ces technologies-là de reconnaissance vocale permettent cette reconnaissance justement d'une manière quasiment assurée. Seul Dieu garantit le 100%, n'est-ce pas? Mais 99,99%, on s'assure que c'est la bonne personne. L'argent est versé sur sa carte, même si c'est un dimanche à minuit, elle peut aller le retirer. Bon, bien entendu, il faut développer également tout un écosystème au niveau des moyens de paiement. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on va dans un mahleb, par exemple, au niveau du Maroc, et qu'on s'achète un jus de fruits, eh bien, le mahleb n'accepte pas les cartes. Or, maintenant, avec la technologie et avec du mobile, on peut accepter les cartes. Il suffit de rajouter un petit device, un petit objet qui est un lecteur de cartes, et que le mahleb peut se procurer, et à ce moment-là, on développe un petit écosystème comme ceci. Également, le système de transport. Ces personnes-là utilisent les transports. Donc, de la même manière, faire en sorte que ces transports-là acceptent ce type de carte-là. Une autre expérience, c'est en Égypte. On a signé des accords avec le ministère des Finances et la Banque centrale égyptienne pour payer les salariés du gouvernement et les militaires à travers une carte. Eh bien, figurez-vous que durant la Révolution, en plein pic de la Révolution égyptienne, les seuls qui recevaient leur argent en temps et en heure étaient ceux qui avaient cette carte. De la même manière, la distribution d'aide sociale en Égypte, vous savez, un petit peu comme ici la caisse de compensation, de la même manière en Égypte, on donne des subventions, disons, non pas à l'entreprise productrice ou distributrice de ces biens de première nécessité, mais directement l'aide donnée aux personnes qui sont celles qui doivent recevoir cette aide-là, par catégorie de produits. Donc, par exemple, au niveau de la carte, il va y avoir, j'ai droit à 15 kilos de riz, 3 litres d'huile, 10 kilos de sucre. Et il va pouvoir, avec cette carte-là, acheter jusqu'à hauteur de ces 15 kilos de riz, jusqu'à hauteur de ces 10 kilos de sucre, etc. De la même manière, une initiative qui nous tient à cœur, c'est par exemple avec la World Food Programme. Vous avez entendu parler peut-être de cette association qui va dans les sociétés comme en Syrie, par exemple, les millions de réfugiés et qui reçoivent des aides alimentaires. Eh bien, malheureusement, on voit aujourd'hui des trafics, des gens qui prennent ces aides alimentaires et qui font du business avec pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va leur donner une carte et avec cette carte-là, de la même manière, il va pouvoir aller acheter ses aides alimentaires. Et il ne peut pas y avoir de trafic, parce que cette carte-là, elle est pour lui, exclusivement pour lui, il y va, il a son code confidentiel, etc. Et là, on parle de digital food. Mais l'initiative de bancarisation qui est vraiment exceptionnelle, historique, impressionnante, c'est durant la World Economic Forum où on a signé un accord avec le ministère des Finances du Nigeria. Et où là, le Nigeria et le gouvernement nigérien a pris les choses en main totalement et s'est dit, je vais éradiquer d'une manière totale cette exclusion financière. Et c'est là où ça marche, c'est quand le gouvernement s'implique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme initiative? Eh bien, tout simplement, émettant une carte d'identité, type carte de paiement. D'un côté, c'est une carte d'identité et de l'autre, c'est une carte de paiement. Et au moment où je vous parle, ils sont en train de faire un pilote sur 13 millions de personnes qui sont en fait les jeunes,
pour voir un petit peu quel est le taux d'adoption et d'usage de ce moyen de paiement, pour ensuite le généraliser au niveau de toute la population non bancarisée. Et on parle ici d'un méga projet de 120 millions donc futures personnes bancarisées. Mais bien entendu, les technologies de paiement évoluent et vont bien au-delà de simplement l'adoption et l'usage des cartes de paiement. Maintenant, vous l'avez dit, tout le monde en a parlé, il y a le fameux mobile qui est là. Lorsque vous voyez que 50% de la population mondiale n'a pas accès aux services financiers, mais que et encore moins évidemment en Afrique, chez nous, et notamment en Afrique subsaharienne où on parle de 5 à 10%, alors que 7 à 8 personnes sur 10 ont un téléphone mobile. Et bien entendu, à ce moment-là, on va développer des solutions de paiement utilisant le mobile, qu'elles soient interopérables entre les divers opérateurs téléphoniques. Et donc, il y a des accords qui sont signés, par exemple, avec la GSMA, qui est l'association de tous les opérateurs mondiaux au niveau de la téléphonie mobile. Et quelques initiatives avec le téléphone mobile, c'est par exemple la fondation Grameen, bien connue, qui fait de la microfinance, mais qui fait également d'autres, qui fait par exemple de l'aide pour le développement agricole, des choses comme ça, donc assez connues mondialement, qui a développé comme ça des solutions de distribution et de gestion de ces aides-là ou de microcrédits à travers le mobile. De la même manière, on va faire en sorte que ces mobiles soient interopérables avec le système financier. Et là, à ce moment-là, eh bien, évidemment, ça devient un véritable moyen de paiement. Très bien. Mais, voilà. je vous coupe ici parce que c'est très intéressant. En fait, ce que vous dites, ça va créer beaucoup d'emplois pour les jeunes qui sont devant nous parce que beaucoup de possibilités sont en train de se créer maintenant avec cette technologie qui nous permet de faire des choses, les systèmes de téléphone mobile qui vont se parler entre eux, comprendre et en fait, on pourra faire ces transferts, etc. Maintenant, je pose la question à son Excellence, M. Fundanga, qui va nous répondre en anglais. Mais la question, là, vous êtes dans un dilemme, monsieur. Vous étiez gouverneur de la Banque centrale. Vous avez travaillé au Fonds monétaire international. Là, vous étiez du côté des régulateurs. Ensuite, maintenant, vous êtes conseiller du président de la Banque africaine de développement où, en Afrique, le taux de bancarisation est très bas. Donc, ici, votre objectif, c'est d'augmenter cet accès au financement à la population en Afrique. Donc, d'un côté, la régulation, qui, normalement, est un garde-fou. De l'autre côté, cet objectif de développement. Comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle utile pour que cette technologie qui est déjà là, qui est à la porte et qui frappe pour que les gens aient accès à la finance, comment est-ce que ce partenariat entre public et privé peut être productif, s'il vous plaît? Thank you very much. Indeed, it's a dilemma. But first of all, before I make my comments, let me thank the organizers, Amadeus, for inviting me. This is not the first time. I've had 2 previous invitations, but on both occasions I couldn't make it for one reason or another. But I'm happy that finally I'm here and I've enjoyed the quality of discussions here. Thank you very much. Now, coming to what we raised, first of all, let me say one thing to underscore the importance of financial inclusion in spite of those problems about how to regulate new products. Personally, I regard finance like blood in my body. If you don't have blood in your body, you are dead. Similarly, if an economy has got no functioning financial system, it's a dead economy. And in fact, you can see the development of finance as the country progresses. So it is very important. It's for this reason that the discussion of financial inclusion is so important, because if we desire our economies to move forward, we must ensure that the financial system is strong, is stable, and cannot be defrauded, so that all those people who put money in the system can at least have a safe sleep, knowing very well that their money will not be lost in a blip. And this is the interface with regulation, supervision as provided by central banks. Now, obviously,
The reason why finance systems must be good is because to develop, you need the financial system. So how can you develop quickly, ensuring that you've got a sound financial system? Now, there are many ways. This word financial inclusion is about how to bring everybody under the armpit of finance. But there are different financial products. The traditional one we know is a commercial bank. And inclusion in the case of a commercial bank would mean establishing more bank branches and so forth. The so-called brick and mortar solution. It's a very expensive solution. It's because commercial banking is expensive. People have come up with various alternatives. Micro-lending, for instance, is because banks are not able to lend enough and they can't go to some of the people who are in remote areas who would desire also to have some money. So new products have therefore been developed. Similarly, sending money, people have developed money transmission mechanisms like Western Union, which is now making it possible for people to receive money in just a few minutes once you have taken it to a dealer. These are positive developments, making it possible for everybody. Similarly, issues in insurance. Insurance is part of finance. If somebody is insured, it is possible for them to have access to credit even if they don't have collateral, because that insurance provides some security. Even if they died today, through the insurance cover, you can collect the money. So all these products which have been developed all are aiming at ensuring that people can have more access. Obviously, the problem of access is biggest in sub-Saharan Africa. I think North Africa is much better, but in sub-Saharan Africa, in my own country, for instance, when I was at the central bank, we did a survey and we found that access to all the available financial services was only 33%. So you can see the magnitude. How can you conduct monetary policy when most of the people are outside the financial system? It's virtually impossible. So it's therefore important that you must make these services available. You said 3%, right? 33. 33. Now, that is the challenge which we faced, and we had to think outside the box in order to increase access, see what products we could have, and so forth. Here I need to mention that one of the biggest challenges I faced, I think that was in 2003, we had a company which was calling itself SailPay. Most of you who are in the card business, I think you've heard of SailPay. SailPay was the first mobile phone payment system for settling accounts like electricity bills, water bills, and so forth. There had been nothing like that, and they came to register with us. Should we register them or reject the application? We agonized over that, but we said if our society has to move forward, we must register them. The only thing we have to do is to find a way how we can supervise this, because we don't want money to just disappear electronically. And I'm glad that we did that, and I think if you read the literature of a mobile payment system, SailPay appears somewhere. Although I've heard recently that they've been having their own financial problems, which have got nothing to do with losing money, but perhaps of a managerial type. Now, if you look technologically over the years, technology has helped to reduce the cost of delivery of financial services. That's the most important thing about technology. And one can look, I've looked at some of the historians, what they've done. They've said in the 50s, we had the introduction of mainframe computers being applied in banks. That revolutionized banking because it meant things which were being done manually, records and so forth, information from one branch to another could all be put together. All the back office data was all computerized, and it was much easier. That reduced the cost of banking very significantly. So, Excellency, are you saying that interest rates will come down as well, consequently, and also that the cost of insurance products will come down as well, because the cost of transaction has come down, right? Exactly. Transaction costs must be brought down. But with regard to interest rates, as a central banker, we always say that inflation is very key to bring down interest rates. And in fact, if you were to look at the speeches I've made over the years, I've always said that the duty of a central banker is to pin down inflation until it's really low. Then everybody will benefit. But once inflation comes down, it's non-discriminatory. The poor, the rich will all benefit from lower prices. So that's the beauty of having a very good monetary policy. But in the 60s, we had ATMs. Again, ATMs changed the whole landscape for banking, because now you didn't have to go
to a bank to withdraw your money. Then we had the point of sale terminals which were introduced, which made it possible for you to pay even from a supermarket or so. But you know, when the point of sale issues came up, you are using the zip-zack system. But now, with further technological development, you can actually use the new systems where you don't even have to have an online, a landline connection. All these I'm mentioning are positive developments which are helping to bring down the cost. And then, of course, you've had internet banking for those who have got access. There are not many in our countries. But lastly, the most important development is the mobile phone. Now, a lot has been said already, even by my colleagues, as to how you apply it and so forth. The mobile phone, I remember in 2004 at Africa Economic Summit in Cape Town, I said it is probably the most important tool that has been created, which, if properly used, could help to resolve a lot of our problems. In other continents like India, the use of the mobile phone to disseminate information about crop prices is helping farmers to realize greater value from their produce. In our own continent here, mostly in our countries, we are using it for improving financial access. And there are various ways by which it is being used. However, we have yet to do a lot more to improve the use of the mobile phone for savings mobilization. Because financial intermediation can only take place if there are savings on one hand and there are people who desire to have to get loans. And the banks or whoever is in the middle here does the intermediation. Now, the current technology is just to send money or to withdraw it and so forth. Currently at the institute which I founded, we are now trying to look at how we can use the mobile phone to mobilize savings. And this we think can best be done by bringing together mobile phone companies and banks. Because the current mobile phone, money is about somebody going to put money in an account with a mobile phone company. That has created problems amongst the regulators because you are now allowing unregulated institutions, mobile phone companies, to keep money for the public. What happens if a blip happens there? Who is going to be responsible? So central banks have been complaining about this. Now, what we believe is the right solution is to get mobile phone companies to work with the banks so that if you open an account, you're not opening it with a mobile phone company, but with a commercial bank. But you're using the mobile phone to deposit money into your account. That, to me, is the ultimate solution. And that's what we are working on. I would like to encourage anybody who has got brighter ideas in this area of finances to help us to crack this. Because once you do that, you will now be touching at the bottom of the pyramid, where there are a lot of uncollected savings. People can save as they walk. But at the bottom, there are people with 5 dinars, 10 dinars. If you go to a bank here, they will say, no, sorry, you are a time waster. We don't deal with people with such little money. Banks don't like to deal with poor people. Let's admit it. But you can create tools to enable those poor people to deposit the little they have into their accounts. For the banks also, it will save them a lot of money because the brick and mortar solution is too costly. It is this kind of solution which will reduce the cost of delivery. Thank you. So what is the position of the regulators and the central banks with the phenomenon of Babylon of Madame Hamraoui, where a loan is made between myself and somebody else and no bank is involved? Well, or is this philanthropy? It's philanthropy, it's their business, they are helping somebody, and it's not a loan actually because there's no interest charged. I think for any system involving the handling of money, I think when a system like that is created, it's important to discuss with the regulator. And ordinarily, regulators are supposed to be flexible because, again, if regulation becomes a hindrance to progress, then it should be rubbished. But if the system is okay, there are experts who can check whether there are loopholes in the way the product is structured, which could lead to financial loss. But if they've gone through all this and they don't find anything, there is no reason why a progressive regulator should stand in the way of progress. Very good. And we just have received some good news. We have a little bit of more time here, so we can continue a little bit. I have 2 burning questions. One very short for you, Madame Hamraoui.
your network is international, so you can take money in France and lend in Cambodia. So what is Banque de France saying about this? Am I supposed to answer in English? As you like. Okay, so the Banque de France first look at us as an ovni. They just said, what do you want to do? You know, you're not supposed to get the savings of French people, you know, you're not a bank. So we needed like 1 year almost to get the agreement that it was okay because it was a loan, philanthropic loan, because there's no interest, and so we had to pass on many procedures and stuff. So now the central bank knows us very well, and we have the agreement to do our job. But I think the central bank just said, let's go, and then they just wait for the first problem. But until now we have no problem, so I think it's going well. And also, theoretically, somebody in South Africa could finance an enterprise in France. Yes and no. If you're using euros, yes. If not, no. I would say the most difficult of our job is that we're creating a new sector. So there's no regulation, there's no kind of supervision, and we need this. And if you look at, for example, if you look at the United States this year, Obama has passed the Jobs Act, and inside this act, now any kind of individual can go on a website and take until I think $1 million for its own business. So United States started to regulate it. If you look to Italy, I think this year they passed a regulation on it's not about lending, it's about equity. So it's taking money for equity. Now France is working on this. Since we have a new ministry about social affairs, they're looking on it, and they have decided this year to put up to draw a law on crowdfunding so that we can have a legal status, because this is a great deal, you know, when you want to expand. Merci beaucoup. Monsieur El Moussaoui, comment est-ce que les banques maintenant vont exister avec des succursales, des bureaux, des dépenses, etc., alors que vous voyez que cette situation est en train de devenir électronique et tout est en train de changer? Alors, avant de répondre à la question, je souhaiterais réagir par rapport à l'expérience qui est innovante d'ailleurs. C'est une innovation pour dire, et je voulais faire une analogie avec le secteur de la microcrédit, pour dire, enfin d'ailleurs c'est passé ici au Maroc, pour dire qu'il y a une nécessité de réglementer, de mettre un cadre réglementaire, parce que toute l'activité d'une manière générale, une activité de crédit, il y a un risque derrière. Et si on met les verrous derrière un système de maîtrise de risque, on peut avoir un dérapage par la suite. Je pense qu'à un certain moment, l'activité microcrédit, d'une manière générale, a connu une activité très très importante dans des périodes où il y avait un développement économique important, dans les périodes 2007-2008. Et juste après, avec la crise, il y avait des problèmes. Et à partir de là, je pense que les banques centrales ont pris conscience de l'importance de cadrer ce type d'activité. Et donc, avec on va dire l'ampleur qui est en train d'être prise par ce type d'activité, je pense que c'est important d'avoir un cadre qui permet de réglementer d'une manière générale. Pour répondre à votre question, d'abord, il y a, à mon sens, il y a la microfinance, il n'y a pas le même positionnement forcément des banques et des acteurs qui travaillent dans le cadre de la microfinance. Donc d'abord, il y a un positionnement des banques sur des segments différents, à part quelques acteurs comme des banques de nature postale où ils ont, on va dire, une mission sociale, une mission de développement de l'inclusion financière qui se positionne sur ce type d'activité. Et les autres banques, généralement, se positionnent sur d'autres segments de la clientèle. Ceci étant,
Ceci étant, le développement de la technologie d'une manière générale, de la digitalisation, ce qu'on appelle la digitalisation actuellement, a poussé pas mal de banques, surtout dans les pays développés, de développer des canaux de distribution digitale, notamment l'Internet, le mobile, un certain nombre de canaux, en parallèle à des canaux traditionnels comme les agences. Et on a vu quelques cas dans certains pays développés où on avait carrément des fermetures d'agences. Parce que les agences physiques, ça coûte cher. Nous, dans notre contexte, que ce soit chez nous au Maroc ou dans les pays africains, je pense que nous ne sommes pas encore là. Il y a encore un besoin important en termes de développement des agences physiques. Parallèle, il y a des initiatives importantes, des projets importants au Maroc pour développer l'offre sur des canaux, ce qu'on appelle des canaux alternatifs, sur Internet, sur le mobile. Tout à l'heure, j'ai parlé de mobile banking qu'on a lancé. Il y a d'autres acteurs qui ont lancé d'autres services sur ces canaux-là. Mais je pense que d'ici une dizaine d'années, nous allons à la fois développer ce type d'offre et nous allons continuer à étendre le réseau physique. Après, peut-être dans un certain moment, peut-être que les canaux alternatifs vont prendre le dessus sur les agences physiques. Mais maintenant, vous faites les deux, en fait. Absolument. Aujourd'hui, je pense tous les acteurs du marché travaillent sur les deux. Le développement des canaux digitaux, l'Internet, le mobile, mais il y a aujourd'hui un développement important même du réseau physique. On a des agences, un nombre de réseaux, de nouvelles agences qui s'ouvrent chaque année par les différents acteurs du marché. Alors, on connaît l'anecdote des deux messieurs qui ont créé Google en 1997. Google, deux entrepreneurs, ils avaient besoin de 15 000 $ et ils ont mis donc 3 cartes de crédit qu'ils avaient à hauteur de 5 000 $ et ils sont arrivés à 15 000 $ et ils ont acheté le prochain serveur qui leur permettait de développer Google. Comment vous voyez ça, Faisal? Vous êtes avec Mastercard. Le rôle de Mastercard pour le financement du commerce? Également, juste pour rebondir également, parce que c'est passionnant cette histoire de crédit entre individus à taux zéro. Mais en même temps, je vois que c'est une transaction de commerce électronique, purement. Et on débite une carte qui appartient à quelqu'un, qui a un compte bancaire, qui est connu par sa banque, et que donc il est fiché. Et il y a le Know Your Customer, si vous voulez, le KYC, le fameux KYC. Et donc on sait que la source de cet argent-là provient d'une source licite, parce que la banque, elle est censée contrôler tout ça. Mais en même temps, Babylone doit s'assurer que de l'autre côté, il y a quelqu'un de légitime. Oui, tout à fait. Il y a quelqu'un de légitime, tout à fait. Mais en tout cas, l'argent, il n'est pas sale. Il vient d'un compte bancaire. Voilà ce que je veux dire. Maintenant, c'est vrai que, bon, est-ce qu'il va financer la couturière ou est-ce qu'il va financer des armes? Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, l'origine de ces sources-là, c'est une origine donc propre, entre guillemets. Sinon, donc à votre question par rapport à comment Mastercard voit ceci et voit l'évolution, c'est un peu ça? Comment le futur du paiement, peut-être un petit peu d'une certaine manière, du commerce, oui. On est dans un monde qui est de plus en plus, et vous l'avez dit avec Google, donc c'est la transition en quelque sorte, Facebook, etc., dans un monde qui est de plus en plus connecté. Et tout ce qui est connecté devient un moyen de paiement, peut devenir un moyen de paiement. Le futur des moyens de paiement, c'est vous avez votre réfrigérateur qui lui-même est connecté au commerçant qui vend du lait, qui vend du beurre. Dès que vous n'avez plus de lait, la machine, elle va automatiquement ordonner un lait au commerçant qui va lui-même lui livrer. On arrive à un stade comme ça. Maintenant, ça c'est le futur du paiement. Maintenant, bien entendu, faciliter le commerce, faciliter notamment au niveau des entreprises, on va pouvoir, parce qu'évidemment, les entreprises n'ont pas les mêmes besoins que le consommateur individuel, le particulier. Les entreprises ont besoin d'argent pour développer leurs affaires. Et à ce moment-là, effectivement, une carte type carte entreprise de crédit
avec une série de services associés qui correspondent à leurs besoins, dépendant de la taille, parce qu'on peut faire des crédits de millions de dollars à des multinationales, comme des crédits de dizaines de dollars à des toutes petites micro-entreprises. Bon, effectivement, là, ce que l'on va faire pour encourager ce type de commerce-là, c'est certainement travailler avec les sociétés de microfinance et pouvoir, au lieu de distribuer ce crédit d'une manière manuelle, qui coûte cher, puisque les sociétés de microfinance cherchent évidemment à minimiser les coûts de distribution de ce crédit, de gestion de ce crédit, même la gestion du remboursement du crédit, avec un moyen de paiement électronique, avec un mobile, ceci peut se faire. Bien entendu, on doit être et Mastercard est très pointu là-dessus, dans un monde régulé. Bien entendu, un opérateur téléphonique qui n'a pas la licence, le droit de distribuer, d'émettre des moyens de paiement par la Banque centrale, il ne peut pas gérer ceci. Par contre, on peut le faire en partenariat, comme le disait monsieur l'ex-ambassadeur de la Banque centrale de Zambie. On peut travailler en partenariat, mais la source des fonds et l'argent reste toujours au niveau du secteur bancaire. Le mobile est un moyen d'accéder à son argent, mais pas l'argent en elle-même. C'est le moyen d'accéder tout simplement à son argent, au même titre que les autres moyens de paiement électroniques. Alors, Yasmine, je suppose que vous avez un moyen de voir si ces projets sont des vrais projets. Vous avez un système de filtrage, un système de qualifier ces entreprises qui demandent de l'argent ou ces entrepreneurs qui ont des idées, ils exposent leurs idées sur votre site web. Comme ça, moi, en tant qu'individu lambda, je peux choisir quel projet je vais financer. Et de toute façon, cet argent que je vais envoyer va aboutir dans un compte en banque, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, dans le cadre de Babylone, c'est très simple. L'intermédiaire, c'est des institutions de microfinance. Donc, ça veut dire que c'est des clients d'institutions de microfinance. Donc, l'affectation se fait sur l'institution et le contrat de prêt se fait entre l'institution de microfinance et le prêteur. Si vous prenez d'autres exemples de sites internet, donc on a parlé de prêt, donc il y a aussi de l'equity, de la donation, mais disons qu'on parle de prêt. Si vous prenez la majorité des plateformes aujourd'hui fonctionnent sur du prêt. Si vous regardez leur fonctionnement, aujourd'hui Babylone a une vocation sociale, je dirais, qui est l'inclusion financière, qui est d'apporter de la ressource à des gens qui n'ont pas accès au crédit. La majorité des sites comme de crowdfunding sont des intermédiaires, c'est-à-dire c'est des services. Donc elles mettent simplement en contact le prêteur et l'emprunteur. Ça veut dire que n'importe qui peut financer en soi n'importe quoi. Donc déjà, en fait, quelqu'un est client d'une institution de microfinance, il va chercher un prêt à son institution de microfinance, son institution lui dit tu qualifies seulement pour 300 €. Mais ton projet est très bien, on va le mettre sur l'Internet. Et il est possible que beaucoup de gens aiment cette idée dans le monde et qu'il y aura une collecte de 30 000 €, puisque l'idée est très bonne. C'est ça? Non, c'est pas ça, puisqu'on sait très bien aujourd'hui que un micro-entrepreneur qui a besoin d'une certaine somme d'argent, on ne va pas aller s'amuser à lui donner plus que ce dont il a besoin. Même si l'idée est universelle et il a créé le... En l'occurrence, c'est plutôt on s'adresse vraiment à des gens qui développent des tout petits commerces. Donc, c'est vraiment du commerce de proximité, des petits services, un salon de coiffure au bout de la rue. Enfin, on est vraiment sur de la micro-entreprise sur Babylone. Après, on peut imaginer d'autres sites sur lesquels, en effet, il y a des gens qui montent des business et qui disent, moi, j'ai besoin de 2000 et qui dit, en fait, c'est super. Voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant et ce que je n'ai pas dit ici, mais qui se passe plutôt sur des sites comme ça où on met en relation le porteur de projet sans intermédiaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un autre marché qui se crée. C'est-à-dire que sur ces sites-là, on peut facilement développer une entreprise, aller chercher de l'argent, on est financé, et puis en fait, on va aussi chercher des clients par ces sites-là. Donc c'est une mécanique qui est très intéressante parce que ça permet de faire rencontrer aussi une offre et une demande en ligne. Donc votre travail a beaucoup un aspect social aussi, puisque vous êtes là vraiment pour aider le micro-entrepreneur. Oui, la vocation de Babylone est absolument sociale, c'est une vocation d'inclusion financière. Et surtout, on a une vocation qui va un peu au-delà de ça, c'est celle de dire, aujourd'hui, la majorité des institutions de microfinance, donc qui financent des entrepreneurs, vont elles-mêmes souvent emprunter de la ressource pour aller financer, puisque donc elles se refinancent auprès de banques, de fonds d'investissement, etc. C'est de la ressource qui coûte très très cher.
Et on dénonce souvent la microfinance en disant c'est horrible, regardez les taux d'intérêt, 26%, 30%, c'est complètement usurier. Mais je pense qu'il faut s'intéresser, il faut creuser le sujet. Quand on creuse le sujet, on se rend compte que des institutions de microfinance qui se refinancent à 10-12%, forcément derrière, elles peuvent, en plus de tous les coûts dont vous parliez, des coûts opérationnels et de l'accompagnement, elles ne peuvent pas fondamentalement aller octroyer des prêts à moins de 20%. Donc la vocation de Babylone et de plateformes qui ont cette vocation sociale-là, c'est aussi de dire on a une autre source d'argent, qui est celle du grand public, qui part du financement philanthropique, vont permettre à terme de réduire ces taux. Très bien. Donc la banque de microfinance, l'institution de microfinance, pour être plus précis, fait cette transaction, rend ce service. Ils vont facturer une commission quand même. Bien sûr, bien sûr. L'institution de microfinance garde son métier. Enfin, on n'a pas vocation à les supprimer, non. Non, pas du tout. D'accord. Très bien. Donc maintenant, voilà, vous êtes très curieux, vous avez tout entendu. Vous avez déjà des idées de business. Je suis sûr que vous avez déjà réfléchi à ce que vous pouvez faire avec l'argent qui peut être maintenant prêté à vos projets. On va ouvrir pour les questions de la salle. Si vous voulez bien vous présenter et puis poser votre question. Si vous savez à qui vous voulez poser votre question, vous pouvez déjà dire à qui vous posez la question. Et sinon, on va voir qui est la personne la plus appropriée pour répondre à vos questions. Donc, je commence au deuxième rang ici, monsieur. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Douane El Mehdi, je suis étudiant en première année à l'ENCG de Stat. Ma question, je la poserai à tout le panel. Depuis le début, j'ai beaucoup entendu parler de bancarisation, d'intermédiaires, de facilité à avoir un compte en banque. J'ai l'impression que si on continue comme ça, avoir un compte en banque sera un droit légitime à la naissance, ce que je trouve impossible. Et il me semble aussi qu'à faute de capitaliser sur une aide financière, sur un crédit, on peut capitaliser sur ce qu'on peut faire. Je pourrais donner comme exemple, c'est un exemple moyenâgeux au sens propre. Au temps du roi Arthur, dans l'île de Bretagne, il rassemblait tous les paysans et il leur proposait d'avoir des idées. Et ils étaient financés par les nobles de la cour. Ce n'était pas un crédit, c'était un financement. Et la recette, à la fin, était partagée entre les nobles et les paysans. On pourrait faire la même chose. Malheureusement, au Maroc, on ne peut pas protéger nos idées. On peut les avoir, mais on peut se les faire voler. Seuls les brevets, seules les conceptions, les dessins peuvent être brevetés, pas les idées. Mais je pense que l'appel, par exemple, l'appel public à l'épargne, ne devrait pas être réservé aux entreprises à des capitaux minimums. Il doit être ouvert à tout le monde. Juste à la base d'une idée, pouvoir obtenir de l'aide de tout le monde. Ce n'est pas une question, c'est juste une suggestion. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Donc on va prendre 2 ou 3 questions dans ce cas-là. Monsieur ? Bonjour. En fait, je m'appelle Oussama Mrabot, je suis un étudiant en Master Management des organisations. J'ai en fait 2 questions. La première, Monsieur Moussaoui, responsable en Bari de Banque du Maghreb. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un état de lieu sur le nombre de bénéficiaires au niveau du microcrédit, aussi au niveau du Maroc, surtout pour votre banque, ainsi que le montant alloué? La deuxième question, c'est au responsable de Babylone. Ma question, c'est en principe, comment vous pouvez générer un profit à partir d'un crédit à 0%? Donc, je répète, comment vous pouvez générer un profit à partir d'un crédit à 0%? Qu'est-ce que vous faites pour générer un résultat positif et un profit? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous avez noté vos questions. Monsieur ? Bonjour, je m'appelle Hamza Arpaj, je suis étudiant en 3e année à l'ENCG de Stat et président dans son club des managers de demain. J'aimerais poser la question à M. El Moussaoui. Vous avez parlé d'un taux de bancarisation qui, à mon sens, un peu élevé au Maroc. On est aux environs de 53% quand même. Mais la question qui se pose, c'est la composition de ces 53%. Quel type d'opération bancaire, quel mouvement bancaire et quel volume bancaire opère ces 53% de la population marocaine?
Une deuxième remarque, une deuxième question qui est ouverte à tout le panel, c'est sur l'inclusion financière dans son sens global et international. Ce n'est pas uniquement les pays à fort potentiel financier qui doivent venir en aide aux autres. C'est aussi des pays qui ne sont pas aisés financièrement, qui doivent baliser le terrain pour les autres de venir chez eux. Et je pense que le Maroc a pris l'initiative depuis quelques années et a commencé à construire Casablanca Finance City. J'aimerais vous poser la question sur ce grand projet qu'a initié le Maroc, qui était notamment sollicité et encouragé par Forbes il y a quelques semaines. Quelle perspective pour ce méga projet pour le Maroc qui va devenir prochainement une grande place financière internationale? Merci. D'accord, merci. Alors, Yasmine, si vous voulez prendre votre question et ensuite on va passer à M. El Moussaoui. Ensuite, on va adresser cette troisième question. Alors là, je prends ma question sur la manière dont on génère du profit. Je vais vous surprendre un peu. Quand on a créé Babylone il y a 5 ans, il y avait plusieurs possibilités. Celui de structurer Babylone comme une association, une ONG classique, et de se dire qu'on n'avait pas vocation à générer du profit et vivre par des subventions, ou alors créer une entreprise. On a choisi la deuxième, ce qui rend la chose un peu compliquée. En fait, Babylone, c'est une entreprise sociale. Ça veut dire qu'elle place sa vocation sociale avant sa recherche de profit, mais que quand même, on a construit un business model qui nous permet un jour d'arriver à l'équilibre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on perd de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est comme une start-up du web. Ça veut dire qu'on perd de l'argent jusqu'à notre point d'équilibre, qui se situe en 2017. Et que jusque-là, on couvre nos pertes grâce à des investisseurs sociaux, qui sont à la fois des investisseurs des individus, des banques, des ONG. Enfin, on a tout un panel d'investisseurs qui nous permettent d'arriver un jour à l'équilibre. Merci. Vous voulez dire quelque chose, André? Oui, rapidement. Peut-être souligner qu'il existe plusieurs modèles. Il y a celui de Babylone qui fait effectivement de l'intermédiation financière entre un ou peut-être même plusieurs pays, disons, du Nord et des pays du Sud, où il y a un besoin en ressources peu onéreuses. Mais comme on vient de l'entendre, ce modèle, autant il a un avantage en termes de coûts, et il fait effectivement partie de l'économie sociale qui est importante, autant, disons, il existe une problématique, je crois, de pérennité. C'est pour ça qu'il existe également l'autre modèle qui est plutôt celui qu'a choisi le réseau Advance, qui est de faire de l'intermédiation financière dans les pays du Sud eux-mêmes, en collectant l'épargne nationale auprès de tout le monde, et plus particulièrement de très petites gens, et en allouant cette épargne, comme ça se fait classiquement dans la banque et dans la microfinance, à des très petites entreprises et à des PME. Et avec un gros souci de maîtrise des risques, là, de pérennité et de maîtrise des coûts. Merci beaucoup. Monsieur El Moussaoui. Merci. Je vais essayer peut-être de répondre à la première question ou la suggestion qui a été faite concernant, parce qu'on a donné l'impression qu'on a beaucoup parlé d'un compte bancaire, mais peut-être c'était pas le compte bancaire, c'est pas la finalité, c'est un début de relation entre un client et une institution financière qui va peut-être aboutir à apporter des réponses et des services financiers spécifiques. Donc, c'est vraiment un début, ce n'est pas la solution. Vous avez parlé des idées géniales, enfin, des idées qui peuvent être géniales. Je pense qu'il y a des institutions spécialisées qui accompagnent ce type d'idées, ce type de projet, qui est ce qu'on appelle communément capital risque. Donc, c'est des institutions spécialisées qui peuvent financer un projet qui a a priori intéressant, mais dont les résultats ne sont pas forcément garantis. Mais ce n'est pas les banques classiques. Pour vous donner, il y a les sociétés de microcrédit. Si on a un petit projet, on sait que pour accompagner la personne, pour développer son affaire personnelle, il y a les associations de microcrédit. Il y a les banques qui financent les projets ou les banques qui sont là pour apporter des solutions financières pour les particuliers et le cas d'El Barid Bank.
revenons à la question qui était posée sur le microcrédit. Je souhaiterais souligner que Al-Barid Bank ne fait pas de la microcrédit, ne se positionne pas sur la microcrédit. Aujourd'hui, il est positionné sur les particuliers personnes physiques, bien entendu, qui ont des revenus modestes ou irréguliers, mais ce n'est pas une banque de microcrédit. Par contre, à travers le groupe Barid al-Maghrib, nous sommes actionnaires dans un fonds qui finance les sociétés de microcrédit et notamment Jayda. Donc nous avons développé également des partenariats avec des associations de microcrédit et notamment Fondep pour justement avoir des synergies de réseau pour justement développer des produits de microcrédit. Il y a une question concernant le taux de bancarisation. Effectivement, c'est un indicateur. Après, reste au client de faire fonctionner son compte. Et je pense aujourd'hui, tout l'effort qui est fait par les banques au niveau national, c'est d'apporter. Il y a aujourd'hui de plus en plus une diversification, une richesse d'offres de services financiers, justement pour permettre aux gens qui disposent d'un compte bancaire de utiliser les moyens de paiement. On a beaucoup insisté sur les moyens de paiement. M. Khadiri, tout à l'heure, de Mastercard, a donné tout un panorama sur les différents moyens de paiement. Je souhaiterais seulement souligner que les banques étaient pionnières pour promouvoir ces moyens de paiement. Aujourd'hui, les banques, c'est les premières institutions qui distribuent les cartes de crédit, les cartes prépayées, les cartes de débit, les moyens de paiement. Et aujourd'hui, les banques sont très, très actives sur ces moyens de paiement. Et donc voilà, il y a tout un travail qui est fait pour promouvoir l'utilisation d'un compte bancaire, pour promouvoir les services financiers qui sont associés à un compte bancaire. Merci beaucoup. Alors, s'il vous plaît, restez en place parce que la clôture va se faire maintenant. Son Excellence ministre des Affaires étrangères, Salahdine Meswar, est là. Donc, nous allons quitter l'estrade et Monsieur le ministre va venir faire la clôture de Med Days 2013 ici, maintenant. Merci beaucoup pour votre attention.